Merci à vous d'être avec nous. Peut-être je vais commencer par vous présenter ce qu'on fait, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour résumer, on est dans le cycle diagnostic et immobilier, un cycle de conférence qui est co-organisé avec Testoun. Merci Jean-Michel Catrin pour cette co-organisation. Ça fait quelques années déjà qu'on co-organise ce cycle de conférences qui est un grand succès, sur lequel effectivement on va parler plan et modélisation au service des diagnostics immobiliers, ça c'est maintenant. On va parler effectivement le carnet d'information du logement, ça sera en juin, hein, ça sera une autre conférence. On va parler de l'audit énergétique, vous voyez, c'est un gros sujet. Je vois, il y a des sujets qui passent chez les diagnostiqueurs. Ça, on en parlera en septembre. Donc, ça nous permettra de prendre un peu de recul sur ce sujet. Et puis, on parlera des contrôles de fin de chantier en novembre. Et on sera tous ici, à chaque fois, dans cette salle. Et puis, pour le public à distance, avec grand plaisir pour vous avoir à distance avec nous. Voilà. Alors, merci aux partenaires qui ont participé à organiser cette conférence. Et puis, vous avez un petit trombinoscope également que je vous soumets avec les différents intervenants. Mais on va tout de suite commencer avec un tour de table des intervenants. Et peut-être on peut commencer à donner la parole donc, à Arnaud qui est à distance. Arnaud, peut-être pour se présenter en 30 secondes, et puis après on rentrera dans le sujet. Oui. Bonjour à tous, Arnaud Rigolin. Moi, j'occupe des fonctions au sein de DX Group, et donc DX Group est membre de la FIDI. Moi, je m'occupe de tout ce qui est numérisation et puis activité autour des mesures d'air sur ADX Group. Voilà, merci Arnaud. Si vous pouvez récupérer un casque en cours de route avec les oreillettes, vous savez, un casque pour que le son soit meilleur. Hein. Le temps que les autres fassent le tour de table. Jean-Michel, alors pour continuer. Donc Jean-Michel Catrin, j'ai le plaisir d'avoir fondé la société Testoun il y a plus de 15 ans maintenant, et donc au service de tous les professionnels et entreprises qui contrôlent, mesurent, testent le bâtiment. Voilà, c'est assez vaste. Merci Jean-Michel. Linda. Alors bonjour, moi c'est Linda, je travaille chez Testoun depuis maintenant 1 an et demi aux côtés de Jean-Michel et je m'occupe principalement des sujets de business development comme par exemple l'audit énergétique ou la numérisation du bâtiment ou encore d'autres sujets comme l'IRVE. Et voilà, donc je participe, je développe, je m'occupe de vérifier, de suivre les réglementations, de voir comment on peut adapter notre offre à tous ces marchés. Les nouveaux marchés. Voilà, on en a parlé d'ailleurs des nouveaux marchés, parce qu'il y a plein de choses. Christophe, alors, merci d'être avec nous aussi. Oui, bonjour à tous. Je représente la société OBBC Développement, qui est un éditeur de logiciels depuis 1994, au départ pour Géomètre Expert et depuis 1996 pour le diagnostic immobilier, donc depuis la loi Carrez avec son produit historique WinCarrez, qui a disparu aujourd'hui, remplacé par WinDiagnostic, pour lequel je suis là aujourd'hui. Voilà. Et Souila. Oui, bonjour, donc Souila Paré pour le syndicat des entreprises de démolition, dépollution et recyclage des déchets du BTP. Je suis un peu un outsider ce matin, mais vous verrez qu'on est aussi impacté par les différents diagnostics en tant qu'entreprise de travaux. Merci. Voilà, donc d'ailleurs il y a la zapette parce que je crois que tu as quelques diapos à nous présenter. On va d'ailleurs commencer par vous, Souila, sur le sujet, parce que l'outsider, non, complètement au cœur du sujet, parce qu'effectivement, pour vous ramener dans ce sujet, c'est que tous ces diagnostics, ils sont faits à dessein, et notamment dans le cadre des travaux, et c'est le premier élément dont ont besoin les entreprises. Alors je pourrais parler amiante aussi, hein, dont ont besoin les entreprises pour pouvoir réaliser des travaux correctement, chiffrer correctement. Bon, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Donc là, pour ne citer que le diagnostic PEMD, par exemple, donc je passe sur la présentation du CEDRE. Donc j'irai dans le vif du sujet. Avant le diagnostic PEMD comme on le connaît aujourd'hui, il y avait le diagnostic déchets, donc introduit par la loi Grenelle et les décrets qui en découlent de mai 2011. Donc il faut savoir que le secteur du bâtiment génère à peu près 46 millions de tonnes de déchets.
dont 23 par la déconstruction et dont 17 millions de tonnes issues de la réhabilitation et donc 6 millions de tonnes qui sont issues de la construction. Donc vous voyez bien que c'est un secteur qui génère une grosse partie des déchets, je veux dire la démolition et la réhabilitation, et que ceci, dans le contexte actuel de responsabilité environnementale, nous sommes tenus en fait de mieux anticiper les déchets, mais aussi de savoir les orienter afin de soit les valoriser, les recycler, en tout cas d'anticiper une gestion responsable de ces déchets-là. Donc dans ce contexte de loi Grenelle, le diagnostic déchets a été introduit. Donc pour les chantiers dont la surface excède les 1000 m², pour les activités agricoles, industrielles, commerciales et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, enfin voilà, tout un tas de types de bâtiments à destination différentes. Donc cet outil, le diagnostic déchets, finalement, donc vous l'aurez compris, l'objectif était de mieux anticiper la production de déchets et de leur traitement ensuite. Et malheureusement, avec le recul, on constate que cet outil-là n'a pas été vraiment utilisé à bon escient parce que la maîtrise d'ouvrage n'en était peut-être pas consciente, la maîtrise d'œuvre qui l'accompagne non plus peut-être, on ne sait pas, mais aussi c'est parce qu'il n'y avait pas une forte exigence réglementaire avec des contrôles derrière qui faisait que, bien qu'il était réglementé, pour les surfaces de plus de 1000 m², du moment qu'on ne se fait pas contrôler, voilà, ça passe un petit peu à la trappe. Mais le temps évolue et la conscience, la conscience environnementale donc, est accrue ces derniers temps. Et donc depuis la feuille de route économie circulaire de septembre 2019, donc introduit le diagnostic PEMD, un peu à la suite du diagnostic déchets. Donc en fait, c'est comme si on prenait le diagnostic déchets, qu'on améliorait en renforçant ses objectifs, en introduisant vraiment une réelle anticipation dans la gestion des déchets, en les fléchant en fait vers la valorisation, le recyclage, le réemploi. Et donc d'ailleurs, on entend souvent le diagnostic ressources, qui n'est pas le diagnostic déchets et qui n'est pas le diagnostic PEMD. Le diagnostic ressources, c'est vraiment un diagnostic qui vient après le diagnostic PEMD, là où on aura donc identifié tous les matériaux. Et donc il faut savoir qu'en fait, avant le déchet, finalement, n'est déchet que lorsqu'on ne peut pas le traiter en valorisation, en recyclage ou en réemploi. Donc c'est le déchet, c'est lorsqu'on ne sait pas réellement quoi faire de ce matériau-là, il est éliminé donc en déchet. Mais sinon, il peut être valorisé, il peut être recyclé, etc. Donc dans ce contexte-là, donc le législateur a mis une obligation de formation et de compétences pour le diagnostiqueur déchets, avec un minima 2 ans d'expérience dans le milieu du bâtiment et un certificat qui justifierait de ses compétences dans la connaissance des filières, la gestion des déchets, etc. Donc en fait là, on voit vraiment qu'avec le diagnostic PEMD, il y a une réelle, en tout cas volonté, d'en faire un outil d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et de l'entreprise afin de mieux anticiper et le suivi d'ailleurs, c'est pas que l'anticipation, il y a aussi une demande de suivi pendant le chantier de manière à accompagner donc la gestion des déchets jusqu'au bout en fait de l'opération. Et donc, en tant qu'organisation professionnelle,
on s'est mis autour de la table avec les professionnels parce que, comme je le disais, vous l'aurez bien compris, le diagnostic PEMD s'adresse aux diagnostiqueurs, on va dire PEMD, déchets, etc. Mais ça impacte les démolisseurs parce qu'ils ont besoin de cette vision afin de flécher en fait les matériaux avant qu'ils soient considérés comme déchets si on ne peut pas les traiter autrement. Donc, on a mis en place une formation certifiante avec le CSTB, qui aujourd'hui est référencé comme l'organisme qui centralise en fait toutes les informations issues des diagnostics PEMD afin de faire des statistiques et d'étudier finalement, d'avoir des chiffres exacts concernant la gestion de ces déchets-là. Donc, il y a aujourd'hui 2 formations certifiantes. Donc, il y a celle que nous avons avec le CSTB et une équivalente qui est portée par la Bossert. Donc, si vous êtes diagnostiqueur et vous souhaitez vous former au diagnostic PEMD, vous pouvez donc taper sur Internet et choisir l'un des 2 organismes de formation pour pouvoir être certifié et du coup pouvoir faire les diagnostics PEMD appropriés. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a un réel besoin de renfort en fait, dans la connaissance des filières de traitement de ces déchets-là. Et donc, en fait, finalement, c'est pour répondre à la prévention de la gestion des déchets, un peu comme le diagnostic amiante qui, au départ, c'est de la prévention à l'exposition de l'amiante, mais aussi une anticipation des coûts et de la gestion des déchets. Là, le diagnostic PEMD, c'est vraiment une vision d'anticipation d'une meilleure gestion des déchets issus de la déconstruction. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'amiante? Non, sur la réglementation amiante. Bon, la réglementation amiante, donc elle est un peu, elle est à part. Hein, donc on la connaît bien. C'est concernant les diagnostics. Donc c'est l'obligation de diagnostic avant travaux pour 6 domaines d'activité. Donc le bâtiment, les voiries, les ferroviaires, milieu naval, etc. Donc il y a 6 domaines. Avec, comme je disais, l'objectif, c'est vraiment la prévention de l'exposition aux fibres d'amiante. Mais dans cette exigence de diagnostic amiante, il y a aussi l'exigence d'estimation finalement des volumes des déchets aussi dans l'esprit d'anticipation à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour en fait l'anticipation en termes de gestion des coûts et aussi en gestion des volumes des déchets afin de les flécher vers les gestionnaires adéquats. Oui. Juste avant de continuer ce tour de table, de passer la parole, mais sur ces 2 aspects, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui qui est plan et modélisation au service des diagnostics, aujourd'hui, sur ces 2 aspects, on a besoin de plans. Sur le diagnostic, sur le PEMD, il y a l'obligation de plan. Et sur l'amiante aussi, on parlait de dématamiante, là, qui est... ce matin, c'est aussi la remontée des informations sur les plans. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est une chose d'avoir l'information, mais faut-il encore la comprendre et pouvoir l'exploiter? Et pour cela, effectivement, on a besoin de supports qui soient numérisés ou pas, mais on souhaite qu'ils soient numérisés de manière à ce qu'on puisse extraire les données de manière plus fluide. Aujourd'hui, les diagnostics PEMD, donc on sait qu'il y a plusieurs outils qui permettent à la fois aux diagnostiqueurs de faciliter en fait le relevé de son diagnostic, mais aussi qui lui permettent de manière assez claire de restituer les résultats. De la même manière, les diagnostiqueurs amiante aujourd'hui, ils font leur rapport où ils disent où il y a l'amiante ou pas avec un plan, et aujourd'hui les plans sont plus ou moins facilement restitués. Et pour revenir au sujet des matamiantes, il est exigé effectivement d'adjoindre les plans des repérages amiantes afin de bien estimer la présence d'amiante dans les locaux où on intervient.
Oui, donc il y a une vraie tendance de fond là sur les plans. Bon, alors il y a plan, il y a le BIM, bon, enfin il y a tout ça. On va voir, on peut être plus ou moins précis dans les données, la manière dont on remonte ces données. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci Souila pour avoir posé ce sujet, parce qu'on voit que effectivement, au-delà du diagnostiqueur qui le fait pour une réglementation, il y a un besoin des entreprises derrière et des maîtres d'ouvrage qui ont besoin de ces plans pour exploiter et suivre leur bâtiment. Alors Jean-Michel, pour continuer effectivement sur l'aspect réglementaire, là, parce qu'on a fait ce premier tour d'horizon, on avait dit qu'on pourrait regarder aussi la partie audit et DTG, et puis les différents types de matériel qu'on pouvait avoir pour réaliser ces plans. Alors, moi, je vais faire un petit préambule en fait en disant que, comme je le disais tout à l'heure, nous on travaille avec les diagnostiqueurs depuis 2006. Et ce qui me frappe quand je regarde un petit peu en arrière, c'est que à cette époque, avant 2010, j'avais coutume de dire que ce qui était intéressant avec le marché du diagnostic immobilier, qui était un marché en plein développement, en pleine croissance, c'est que c'était une communauté de professionnels qui était déjà très numérisée. Les diagnostiqueurs, en 2006, il y avait 100% des diagnostiqueurs qui avaient une adresse mail, quasiment 100% avaient des sites internet. Et à l'époque, c'était la profession, je pense, la plus numérisée en France. Et parce que c'était un métier jeune, ils sont nés avec l'Internet, et donc ils ont tout de suite pris le pli de travailler avec le numérique. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, et toutes les autres professions, à l'époque, les dentistes, ils avaient moins de 15% qui avaient des emails, les électriciens, il y en avait moins de 30%, etc., etc. Depuis, la totalité des autres professionnels se sont adaptés. Et ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de professions qui ont non seulement rattrapé leur retard, mais qui aujourd'hui sont passées à l'étape suivante dans la numérisation. Et c'est un petit peu le sujet ce que je souhaiterais qu'on aborde aujourd'hui, c'est que le diagnostic immobilier, que ce soit transactionnel, vente, avant travaux, ou, la restitution, ça reste un fichier PDF. Donc vous restituez des fichiers PDF. Ce fichier PDF, il est constitué en très grande majorité de textes et d'images et de photos. La partie plan, ça fait depuis des années qu'on en discute avec les clients diagnostiqueurs. Les avis sont assez partagés sur est-ce qu'on doit faire des plans ou pas, est-ce qu'on a besoin de plans pour faire une carresse, est-ce qu'on a besoin de plans pour faire un repérage, est-ce qu'on a besoin de... Alors il y en a qui nous disent qu'il faut faire des croquis, etc. Mais en gros, je dirais que dans la grande majorité, c'est un marché qui fait des dessins, des croquis, mais qui n'est pas encore confortable avec les nouvelles façons de représenter l'existant. Et la représentation de l'existant, que ce soit sous forme 2D ou sous forme 3D, depuis 15 ans, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits là-dedans. Et il y a énormément de professions qui sont dans l'écosystème immobilier et construction qui les utilisent. Depuis, la construction est passée au BIM. Je ne vous parle pas évidemment des architectes et des bureaux d'études qui sont quand même avec des outils très sophistiqués. Les agents immobiliers sont passés à la visite virtuelle, etc. etc. Et donc, je vois venir, notamment avec les demandes telles que celles qui ont été exprimées précédemment, d'une amélioration du rendu de ce qui est donné aux clients du diagnostiqueur. Et cette amélioration du rendu, elle passe probablement par le fait de faire évoluer... il y aura, je pense, encore pendant très longtemps une partie du rapport qui sera en forme PDF, mais probablement qu'on va de plus en plus restituer sous d'autres formats, qui vont être des formats plus interactifs, des formats plus partageables, des formats plus pour permettre de travailler ensemble, et peut-être justement que le diagnostiqueur va se retrouver au centre de l'écosystème dans lequel il y a du BIM, il y a de la maquette numérique, il y a du carnet d'information du logement. Les syndics aussi doivent faire leur évolution sur la façon de stocker et de partager l'information avec les copropriétaires. Et la question que doivent se poser les diagnostiqueurs aujourd'hui, c'est justement comment est-ce qu'eux, ils vont pouvoir agir dans ce domaine, comment est-ce que je restitue mes diagnostics dans le cadre d'un DTG, alors que les propriétaires, ils veulent avoir une représentation visuelle de leur bâtiment, etc., etc. Et donc tout ça, je pense que ça contribue à ce que les diagnostiqueurs doivent s'intéresser à cette révolution du numérique, à cette révolution
de la captation de l'existant, de la représentation de l'existant et de la façon de l'utiliser, de la partager. Voilà. Alors, il y a bien sûr, alors je ne veux pas donner l'impression que les diagnostiqueurs sont en retard, ce n'est pas mon propos. Et je pense qu'Arnaud Rivoalen, qui lui est plutôt à la pointe là-dessus dans son entreprise, va me donner complètement un contre-exemple. Mais je pense qu'il est important qu'on aborde le sujet sous cet aspect. Voilà, il y a un enjeu, mais on va revenir à Arnaud. On reviendra là sur la partie matérielle. Là, je tire le fil. Merci Jean-Michel là, pour poser aussi ce sujet. Christophe, oui, en tant qu'éditeur de logiciels, ce qu'on voit, c'est finalement, on peut dire, parce que vous connaissez bien le métier, et puis vous êtes éditeur de logiciels pour les diagnostiqueurs, ce qu'on voit, c'est on est passé du Excel Word. On passe maintenant vers des systèmes de dessin et puis la 3D, le BIM, enfin, et donc c'est là-dessus que vous travaillez aujourd'hui pour accompagner les diagnostiqueurs sur ces sujets. Alors, nous, depuis le tout début où on a vu naître cette profession, notre objectif a bien été de poser toute l'expertise, le diagnostic immobilier, sur un plan. Ça nous paraît, nous, même en tant qu'intervenants, et notamment dans le domaine de la copropriété, pour les monter, pour les modifier, on pense que le document de base doit véritablement être un plan. Alors un plan coté, un plan, enfin, peu importe peut-être la qualité, mais ça démontre déjà que le professionnel est venu sur le terrain et est passé partout. Et ça, c'est un document qui, pour nous, doit être un document de base, le plan, puisque la majeure partie maintenant des diagnostics demandent un plan. Donc ça a commencé par le certificat de superficie, après ça a été la localisation amiante, la localisation des mesures plomb. Enfin bon, à chaque fois, on a besoin d'un plan. Donc c'était tellement naturel de partir sur ce plan que ça a été vraiment notre premier produit à l'époque, qui s'appelait WinCarrez. Carrez, pourquoi ? Parce que Monsieur Carrez, tout simplement, un député à l'époque, et qui est devenu WinDiagnostic, mais on continue vraiment à travailler sur cet aspect plan. Parce que même, ça paraît complètement plus logique, certes, mais aussi plus ludique de travailler sur le terrain, directement sur tablette, en ayant tous les outils. Et pour ça, effectivement, Testoon est pour nous un partenaire privilégié pour nous permettre d'avoir un suivi sur les matériels qui sortent et travailler sur la compatibilité. Mais c'est tellement évident qu'effectivement, ce plan doit être le document de base. Oui. Comment vous voyez le logiciel, alors, puisque vous travaillez dessus, comment vous voyez le logiciel de demain, en tout cas celui sur lequel vous travaillez, oui. Eh bien, le logiciel, c'est un logiciel de plan ou au moins de croquis de bonne qualité sur tablette avec des outils connectés. Alors, effectivement, peut-être pas aller vers des formats Revit et compagnie pour l'instant, peut-être pour un diagnostic avant-vente qui ne le demande pas, mais pour l'instant, déjà sur le 2D, ça paraît déjà très important parce que l'investissement sur le 3D, etc., est beaucoup plus fort peut-être pour des sociétés qui travaillent sur des volumes beaucoup plus importants. Oui. On a une question aussi, et on va arriver à Arnaud. Hein. On a une question d'acculturation. Effectivement, c'est aussi changer les méthodes de travail. C'était faire comprendre aussi à une profession, à des opérateurs. On le voit aussi sur des maths amiantes, on en a parlé aussi pour les entreprises. C'est changer des méthodes de travail, c'est compliqué. Et donc, alors, je dirais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des impositions économiques. C'est-à-dire que le marché fait que le diagnostiqueur sur le terrain, au prix où il va vendre ses diagnostics, a très peu de temps à passer sur place. Donc, ça ne met pas en avant la fabrication, l'établissement des plans. Oui, donc il y a ce sujet aussi, effectivement, cette équation économique. Alors, Arnaud, effectivement, là, vous êtes représentant voilà, avec un casque. Oui, tout à fait. Ça marche mieux, ouais, c'est parfait. Merci à vous. Super. Donc, en termes de diagnostic, effectivement, vous représentez la FIDI. Vous êtes aussi un gros réseau de diagnostiqueurs immobiliers. Vous êtes passé carrément au BIM. Donc, vous êtes allé à l'étape ultime. Je ne sais pas s'il y en a une ultime, hein, il y en a toujours une nouvelle qui arrive, mais en tout cas, l'étape ultime actuelle de la manière dont on modélise les données et qu'on reporte dans une maquette numérique. Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, nous, effectivement, on travaille dessus. Alors, je partage les points de vue qui ont été précédemment communiqués. Voilà, sur l'essentiel est autour du plan. Et puis, de toute façon, c'est vraiment le mode de représentation du bâtiment. Donc, nous, on a fait tout un tas de choses depuis 4-5 ans autour du BIM, où on est passé par la solution, pour le coup, très lourde, avec les investissements qui ont été évoqués, des appareils de géomètres, voilà, des tachéomètres, des niveaux, des GPS, donc tout un tas d'investissements vraiment conséquents. Et puis on s'est équipé aussi avec des compétences. Alors moi-même je suis géomètre de formation, mais on a doté, voilà, on a doté une petite équipe de compétences bien particulières, architectes, géomètres et puis du génie civil aussi. Donc effectivement, on a fait ce pas-là. Et nous, on développe une activité, effectivement, aujourd'hui, un petit peu parallèle, mais qui alimente notre compréhension justement de tout cet écosystème. Voilà, pour les questions qui ont été évoquées sur le diagnostic déchets, on a fait, nous, des diagnostics déchets il y a 4 ans en méthode BIM. Donc on faisait du rétro-BIM, du scan to BIM, où on va en fait numériser les lieux, on va les assembler, donc constituer une copie très précise, et ensuite on va restituer ça au format BIM avec des renseignements de matériaux pour faire des quantitatifs. Donc on s'est servi de ça, voilà, pour fiabiliser nos métriques. Oui, alors, donc, est-ce que il n'y a pas tous les diagnostics que vous avez passés sur le BIM, hein, est-ce que, en fonction du type de diagnostic, vous dites, bah, celui-là, je vais le faire sur un plan, celui-là, ça va être un tableur classique. Comment vous arbitrez tout ça? Alors nous, ouais, on a ce niveau de lecture, effectivement, toujours dans la continuité aussi des choses qui ont été évoquées, hein. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a le réglementaire qui exige un certain format de document, la norme, le côté technique ou technico-réglementaire, on va dire, qui exige un rendu bien spécifique. Donc pour le coup, là, on va faire pour les questions économiques aussi qui ont pu être évoquées, le minimum, entre guillemets, exigible avec des outils traditionnels. Donc on a ce niveau de lecture pour la plupart de nos activités de diagnostic. Et après, on a certaines activités comme justement les déchets, où on a essayé d'intégrer ces méthodes beaucoup plus modernes, parce que en fait, si vous voulez, c'est le propos qu'il faudrait peut-être que je pourrais défendre là-dessus, c'est vraiment la taille de certaines opérations fait que en fait, les moyens conventionnels sont dépassés. C'est-à-dire que ce que vous faites sur un logement, vous ne pouvez pas utiliser véritablement les mêmes moyens pour faire ça sur 10, 15, 40 000 mètres carrés sur un immeuble monstrueux. Donc automatiquement, il y a une question d'échelle que nous, en tous les cas, on traite plutôt comme ça. Donc, voilà, on essaye de ne pas mettre sur le logement voilà, les moyens les plus avancés qu'on ait, parce que c'est un petit peu le bazooka au lieu de la tapette à mouche, quoi. Oui. Oui, alors il y a les moyens, et puis il y a peut-être aussi la typologie de clients. Il y a des clients qui vous demandent peut-être aussi directement d'aller sur le BIM, on va dire des personnes qui gèrent des patrimoines importants. Oui. Alors aujourd'hui, parce que nous, on fait effectivement le BIM. Alors, bon, pour être très complet dans le propos, nous, on fait donc le scan to BIM. Ça, c'est on va dire notre produit le plus, la prestation la plus avancée qu'on traite aujourd'hui, avec vraiment du renseignement de données, du couplage avec des diagnostics, du renseignement de matériaux dangereux, amiante et plomb, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, et au passage en fait de cette méthode qu'on emploie, qui consiste à scanner les lieux et à les représenter en 3D, éventuellement renseigner les données, en fait on fait aussi des plans. Donc des plans de coupe, des plans de façade pour servir tout ce qui est audit, études énergétiques, ou tout simplement un besoin de plans de géomètre, hein. Donc on fait cette activité-là un petit peu avec les mêmes moyens, simplement on choisit de traiter en 2D ou plutôt en 3D, voilà, le bâtiment selon ce qui nous est demandé. Donc ce sont effectivement des prestations à part où on adresse d'autres on va dire types de maîtres d'ouvrage, puisque c'était la question. Nous on fait, alors de temps à autre on fait du rétro-BIM pour de la gestion, de temps à autre on fait du BIM pour les travaux, donc du rétro-BIM pour des opérations de travaux, et assez régulièrement aussi on fait des opérations de mise en plan, donc de scan to plan, on va dire, pour des opérations de travaux principalement, et parfois pour des métrés. Comme on fait des carrés sur des appartements en copropriété, eh bien, nous, on certifie des surfaces sur des bâtiments de beaucoup plus grande ampleur. On a fait jusqu'à, je crois, 40 000 m² ou 50 000 m² cet été. Jean-Michel, pour rebondir sur ce sujet. Bah oui, en tout cas, le témoignage d'Arnaud est vraiment très intéressant parce que c'est effectivement une bonne illustration du propos que je tenais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai entendu un certain nombre de choses sur les coûts, la complexité le temps passé sur le terrain, etc. Et en fait, une partie du sujet, c'est aussi ça, bien sûr. C'est quels sont les outils, quelles sont les méthodes, quels sont le temps qu'on va passer pour réaliser telle ou telle prestation qui peut être perçue éventuellement comme une valeur ajoutée, qui n'est pas toujours
payé par le client final. Aujourd'hui, le diagnostiqueur immobilier, le meilleur outil du diagnostiqueur immobilier, c'est le télémètre laser. Donc tout le monde a ce petit appareil. Aujourd'hui, un télémètre laser, ça coûte quelques centaines d'euros à peine pour les produits les plus simples. Pour les diagnostiqueurs, ils ont des fonctionnalités un petit peu plus avancées, mais ça reste un produit très simple. Et puis, le meilleur ami d'Arnaud, c'est une solution de scan. Et si on regarde l'investissement en matériel logiciel humain que Arnaud a dû faire, ça se compte probablement en beaucoup plus que 50 000 ou 100 000 euros au départ. Donc forcément, on a un grand écart en fait, sur les solutions, déjà sur l'investissement initial. Alors qu'on a fait, pardon Jean-Michel, mais oui, pardon. On a fait progressivement aussi, hein, c'est-à-dire qu'on l'a fait au gré de notre montée en charge sur des affaires bien spécifiques, comme c'était évoqué. Voilà, Mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur, ouais, tout à fait. Le ticket d'entrée, il devait être dans ces chiffres-là sans problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec les évolutions technologiques, il y a tout un éventail de solutions. Et cet éventail de solutions, il y en a à tous les points prix. C'est-à-dire qu'il y a des solutions pour les quelques centaines d'euros, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Il y a toutes sortes de solutions qui permettent de rentrer sur cette notion de capture de la réalité. Il y aura des présentations, et restez surtout parce que Linda a de très jolies réalisations dans sa présentation qui a illustré un certain nombre de diagnostics, dont le PMD, dont d'autres. Mais en gros, il y a plusieurs techniques. Mais chacune de ces techniques, il y a bien sûr le coût, mais la chose la plus importante, c'est effectivement l'intensité du temps qu'il va falloir passer pour réaliser la capture sur le terrain. Et après, quel est le temps de traitement au bureau? Et je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui vont essayer de faciliter le travail sur le terrain. Et puis, il y en a d'autres qui vont essayer de faciliter le travail au bureau. Mais on va aller, à mon sens, de plus en plus vers des solutions qui vont essayer de faciliter le travail et sur le terrain et au bureau. Voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des clients qui ont voulu dire je vais prendre des scanners, par exemple. Alors le scanner, maintenant, il y a des scanners, c'est super simple. On pose le scanner, il fait un petit tour, on le déplace, il fait un petit tour, on le déplace. Puis quand on arrive au bureau, là, il faut être un ingénieur, il faut avoir des logiciels compliqués, il faut traiter des nuages de points. Et le temps de traitement au bureau est un temps de traitement important. Et ça, c'est souvent le frein qui a été mis en avant pour les diagnostiqueurs pour pouvoir faire ce type de réalisation. Oui, des multicompétences aussi, j'imagine, parce que ça peut être la même personne, mais il faut maîtriser aussi ces sujets. Donc... Ça peut être la même personne, ou très souvent, je ne sais pas comment vous travaillez chez Arnaud, très souvent, on va peut-être avoir des équipes terrain qui ne sont pas les mêmes que les équipes de traitement en back-office, non, je sais pas. Ouais. C'est un petit peu ça, et puis aussi sur certaines affaires, parce qu'on a des affaires très très techniques, comme on le disait tout à l'heure sur les maîtres d'ouvrage, on a pu faire quelques gares ou quelques espaces ferroviaires pour le compte des SNCF ou d'industriels bien spécifiques, où là, ça nécessite vraiment des compétences de terrain également très spécifiques. Et donc, on a pour le coup voilà, dans l'industrie, automatiquement, on fait appel plutôt à des ingénieurs, y compris sur le terrain. Donc, on a aussi ce double niveau de lecture pour compléter tes propos, Jean-Michel. Souila, dans les entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ont développé ces compétences aussi en interne pour faire à la fois, elles peuvent réaliser des fois certaines fois des diagnostics, mais elles font aussi des plans, ou aujourd'hui elles ont plutôt tendance à dire on externalise cette prestation et on passe par un diagnostiqueur qui va nous réaliser cette prestation? Pour les entreprises de démolition, par exemple? Oui, les entreprises de démolition. Alors, non, j'aurais tendance à dire non. Il doit peut-être y avoir dans les effectifs, oui, des spécialistes, mais ce n'est pas le cœur du métier. L'exigence fait qu'ils sont tenus d'exploiter les plans qu'on leur fournit. Oui, il y a une exigence réglementaire, oui, aussi. C'est ça, pour qu'ils puissent anticiper l'organisation du travail, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'anticipation des gestions des déchets. Mais en tant que tel, il n'y a pas de réel besoin d'être spécialiste à proprement dit des plans. Là, tout ce dont on a besoin, c'est vraiment l'analyse qui découle de ces plans-là. Oui. On va continuer avec Linda qui va nous présenter, voilà, juste attraper la zapette et un micro, voilà, qui va continuer, parce qu'il faudrait, on parle
qu'on soit pas que virtuel, disons, on est un peu virtuel pour ceux que le public est à distance, mais qu'on puisse vous montrer aussi les différentes solutions, parce que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a le télémètre P2P, le scan encapsulé dans les solutions logicielles, le scanner 3D avec maîtrise de la chaîne de logiciels. Bon, enfin, vous voyez, j'ai bien révisé. Enfin, il y a différents types de solutions, et donc là, on va voir un peu comment on peut faire ces différentes relevés de plan. Je vais laisser la parole à Linda, mais effectivement, tu as raison, et il y a des solutions qui peuvent permettre de monter en puissance graduellement. Il y a aussi du scan to go, du scan to fly. On peut scanner en se promenant, on peut scanner en mettant sur un robot, on peut scanner en mettant sur un drone. Et donc, il y a énormément de technologies aujourd'hui qui sont faites pour faciliter la capture. On ne va pas parler de tout ça. Mais effectivement, le P2P, c'est déjà l'évolution numéro 1. C'est le fait de passer d'un télémètre meilleur ami du diagnostiqueur, qui est un télémètre périmétrique, c'est-à-dire qu'on mesure les périmètres et les diagonales, à un télémètre P2P, c'est-à-dire qu'on pose au milieu de la pièce et qui va aller prendre les coordonnées X, Y, Z de chacun des points, et ce qui permet déjà de rentrer dans une logique plus précise et faire du 3D. Alors, je cite ça parce qu'effectivement, c'est une fonctionnalité qui est implémentée aujourd'hui pour les diagnostiqueurs uniquement dans le logiciel que fait OBBC, et je pense que ces fonctionnalités sont beaucoup trop peu connues des diagnostiqueurs. Oui, Christophe, juste avant que Linda... Donc ça veut dire que dans votre... puisque la parole, Jean-Michel vous donne la parole, juste avant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met un télémètre laser avec votre logiciel, on met un télémètre laser au milieu de la pièce avec X, Y, Z, et on obtient un... Non, il fonctionne, il faut parler. Hein. Voilà, merci. Et on met un télémètre laser au milieu de la pièce, et du coup, vous allez arriver à faire un plan. Donc notre volonté de faire des plans, elle est toujours la même. Nous, on est aussi, peut-être, c'est notre originalité, utilisateur de nos propres solutions, et donc de cette solution de LaserMed P2P qui permet de faire des plans en laissant le télémètre sur pied au milieu de la pièce. Et donc la liaison fait que dans notre logiciel, le plan se construit au fur et à mesure de la levée qui se fait, qui est une levée effectivement périmétrique, mais du centre de la pièce, avec la possibilité de localiser aussi les portes et les fenêtres. Et comme on sait que les fenêtres ont quelque importance dans un diagnostic DPE, je crois, ça peut avoir quelques avantages importants. Donc, utilisateur pour faire des plans en copropriété, et derrière, avoir vraiment des plans qui puissent derrière, et je voudrais rebondir, si tu me donnes juste quelques secondes, sur le BIM, effectivement, qui demande des grosses infrastructures matérielles, de formation, etc. Nous pensons, nous, chez OBBC, qu'on peut avoir une solution, entre guillemets, BIM intermédiaire. Alors, c'est peut-être un petit peu fort de le dire, mais qu'est-ce qu'un BIM, finalement? C'est un plan sur lequel on va saisir des méta-informations. Alors, on l'estime que c'est un plan 3D, en général, mais peut-être qu'en se limitant à un plan 2D fait par du P2P, on peut nourrir aussi ce plan. Nourrir de quoi? Nourrir de tout ce qui est descriptif mur, plancher, plafond, mais aussi des analyses amiantes qui peuvent être localisées sur le plan avec les photos adéquates. Ça peut être des informations sur le DPE, ça peut être des informations. On va enrichir ce plan aussi. Et donc on est sur un système de BIM 2D. On peut avoir du volume aussi, peut-être aussi mettre des informations de volume. Mais ensuite, effectivement, la mesure, elle est entre guillemets périmétrique, mais parce que sur un PDF, de toute façon, ce qui est plus joli à faire apparaître, c'est un plan 2D, hein, projeté au sol. Mais la sortie peut être effectivement 3D avec ses sorties X, Y, Z, pas de souci. Linda, voilà, je vous ai coupé, Linda, donc maintenant... Il n'y a pas de souci. On va regarder effectivement comment on fait la capture avec des solutions. En fait, on va un peu illustrer tout ça avec donc des exemples de plans, de modélisation adaptés au diagnostic, et un petit récapitulatif aussi des technologies et solutions qui existent, différentes solutions qui existent pour faire ce travail de plan. On va revenir un petit peu sur Testoon, juste un petit mot. C'est juste pour dire, en fait, donc Testoon distribue des appareils de contrôle et de mesure dans le domaine du bâtiment principalement. Et nos clients d'origine sont les diagnostiqueurs immobiliers, les bureaux de contrôle, et maintenant de plus en plus aussi les bureaux d'études.
Donc notre vocation, notre but, c'est de bien comprendre les besoins de nos clients et de les rançonner au mieux en fonction de leurs besoins et bien sûr aussi en fonction des contraintes réglementaires. Donc on s'intéresse de plus en plus donc, à ces sujets de capture, mesure de la réalité dans le domaine du bâtiment. Donc voilà donc le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, on va faire un petit sondage. Alors, hop. Alors, voilà, Benjamin, j'ai appelé Benjamin en même temps qu'on ouais. fait le sondage. Donc, il y a une question. Oui, alors justement, afin d'avoir votre avis sur la question, vous qui êtes plus sur le terrain, j'aimerais savoir, selon vous, quelle importance prennent les plans 2D et modélisation 3D dans les diagnostics. Est-ce que pour vous, c'est incontournable dès maintenant? Est-ce que ça va prendre de plus en plus d'importance dans le futur? Est-ce que c'est utile, mais pas indispensable? Ou est-ce que vous pensez que c'est inutile? Voilà, c'est presque une enquête d'opinion. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, on vous laisse afficher, Benjamin. Voilà, donc alors, on va prendre de l'importance dans le futur qui vient en majorité. Oui, d'accord. Donc inutile, personne n'a voté inutile en tout cas. Hein. Bah, c'est bien, du coup ça prouve que vous êtes intéressé au sujet et que... oui, sinon vous ne seriez pas là en effet. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, vous pensez que ça va prendre de plus en plus d'importance dans le futur, ce qui est vrai. Et utile mais pas indispensable, il y a des personnes qui pensent ça aussi. Donc oui, à voir. Donc je vais vous présenter tous les éléments et en effet on va voir comment on peut gérer ça efficacement. Donc là c'est un peu petit. Donc si on reprend les avantages de la capture de la réalité, donc faire une acquisition en 3D d'un lieu, donc permet donc de relever l'existant tel qu'il est. Et d'ensuite pouvoir travailler sur le jumeau numérique ou le lieu qu'on a numérisé, enfin retravailler dessus après et en retirer donc des livrables. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est simple, c'est rapide. Et les livrables qu'on peut en retirer donc, à utiliser peuvent être donc, une visite virtuelle du lieu, ça peut être des plans 2D plus ou moins automatisés en fonction de la technologie choisie. Ça peut être aussi tout ce qui est nuage de points, modélisation 3D. Voilà, donc là, on travaille plus sur de la précision et en fonction des technologies. Donc tout va dépendre des besoins et de ce qu'on en fait. Donc ensuite, si on regarde le rapport du BIM par rapport à la capture de la réalité, donc le BIM qui est la modélisation, qui correspond à la modélisation des informations du bâtiment, permet de retracer toutes les étapes de vie du bâtiment, de sa phase de conception à sa destruction. Et durant toutes ces phases, une maquette numérique peut être faite et est intéressante pour rassembler toutes les informations. Donc, par exemple, dans la phase de construction, pour faire un suivi chantier et vérifier que ça correspond bien à ce qui a été fait, ce qui a été conçu au départ, c'est bien de travailler avec un outil de capture qui va permettre ensuite d'avoir une maquette numérique pour pouvoir suivre tout ça. Et pareil dans les phases, en phase de rénovation, ou pour les projets de rénovation plutôt, là ça prend plus tout son sens encore, parce que du coup ça permet de suivre la rénovation du bâtiment et de voir comment ça évolue. Soit on peut à ce stade-là, soit on peut être nous-mêmes créateurs de la maquette numérique, ou soit on peut insérer les informations qu'on a pu obtenir en capturant l'existant et l'insérer dans une maquette numérique existante. Et pareil, donc en phase d'exploitation maintenance aussi, c'est intéressant. En phase de démolition aussi, pour avoir déjà tout l'historique du bâtiment et voir ce qu'on peut faire à la fin de tout ce qui reste, quoi. Donc, voilà. Donc ça, on fait une petite synthèse des différentes technologies qui existent. Donc on a déjà parlé du système point à point avec le télémètre laser. Il existe aussi ce qu'on appelle appareil photo stéréoscopique, comme le BLK 3D, qui permet de prendre des photos du lieu et directement de faire des mesures sur l'appareil en lui-même. Ou encore des caméras 3D telles que celle de Matterport, qui peut du coup, donc je vous montrerai plus en détail après, mais qui permet d'avoir des visites virtuelles, des plans, une capture du lieu. Et des technologies plus avancées telles que les technologies laser, comme la caméra Pro 3 de Matterport ou le scanner BLK 360, qui eux sont plus performants
vont être plus rapides et plus précis en fonction de la technologie choisie, Matterport ou Leica, et permettent du coup d'être utilisés également en extérieur. Donc là, c'est... Donc pour schématiser et expliquer un petit peu les différentes chaînes logicielles qui peuvent exister pour les scanners, on peut travailler soit selon la chaîne logicielle de Matterport, qui va permettre donc d'exploiter directement un jumeau numérique après avoir scanné les lieux, et où il y aura très peu de traitement, voire pas du tout. Donc on va extraire directement du jumeau numérique les photos dont on a besoin, la visite virtuelle, un plan automatique, un fichier nuage de pointe déjà nettoyé, ou voire même commander une maquette BIM. À l'inverse, donc avec la solution Leica, qui est différente, qui est plus précise aussi, plus performante, mais qui va nécessiter un petit peu plus de travail. Donc le nuage de points obtenu va devoir être traité sur un logiciel spécifique nuage de points avant d'en pouvoir ressortir une modélisation 3D sur un logiciel CAO. Et pareil pour le plan, ça nécessite de le travailler un peu plus, c'est moins automatique. Mais voilà, mais tout ça dépend bien sûr des besoins des clients et de la précision dont ils ont besoin, quoi. Alors maintenant, si on illustre un petit peu comment la technologie Matterport et les caméras 3D de Matterport fonctionnent, elles utilisent en fait une intelligence artificielle appelée Cortex, qui utilise le deep learning, et ça permet en fait de créer des images 3D à partir de photographies 2D ou des scans 3D. Et tout ça va permettre de créer des modèles 3D immersifs automatiquement. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu un petit schéma de comment ça prend. Donc ensuite, si on schématise l'ensemble de la solution Matterport, on peut dire que la solution permet de capturer à l'aide d'un outil de capture et de l'application. Elle permet d'héberger ce qu'on a scanné sur l'espace cloud Matterport. Le traitement du jumeau numérique est automatique, il n'y a rien à faire. On le retrouve directement sur l'espace tout fait. Et ensuite, on peut l'exploiter à notre guise et en extraire les données dont on a besoin, comme par exemple les livrables que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, voilà, si on illustre un petit peu, on voit ce qu'on peut obtenir d'un bâtiment ou d'une maison après les avoir scannés. Donc là, c'est un jumeau numérique qu'on appelle maison de poupée. Donc voilà, on voit qu'on peut faire des gros projets. Donc si on compare ça au flux de travail Leica, on voit que pour Leica, donc pareil, on va scanner à l'aide d'une tablette et de l'appareil, mais ensuite, il va falloir envoyer le nuage de points sur un logiciel de traitement, de nettoyage de nuage de points, et il va falloir retravailler ça au bureau pour pouvoir le mettre comme on souhaite, et ensuite pouvoir l'utiliser pour modéliser et créer des conceptions. Donc là, c'est un petit exemple de ce que peut fournir le BLK 360. Donc là, c'est des exemples de nuages de points. Colorisé, merci. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est la qualité est assez bluffante avec ce scanner. Donc on voit bien. Donc ça peut être utilisé ensuite pour faire des conceptions 3D, des modélisations 3D. Pareil, donc avec le BLK 3D, donc ça c'est une toute autre utilisation. Donc là, c'est pour ça va permettre de prendre des photos en 2D et de prendre des mesures directement sur ces images et directement sur l'appareil photo. Ça veut dire sur le terrain, on peut prendre nos mesures, on peut regarder en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Façade, on voit directement en fait une façade mesurable, quoi. On voit directement les mesures sur la façade, directement sur le terrain, et ça permet de prendre plein de photos et de l'utiliser pour prendre des distances aussi. Donc ensuite, si on regarde maintenant plus précisément par rapport au diagnostic. Donc par exemple, par rapport au diagnostic PEMD. Donc là, si on regarde. Donc l'intérêt, ça va être de faire un premier relevé sur site du lieu en déconstruction, en rénovation, et ensuite de pouvoir utiliser ce qu'on a vu sur le terrain,
de pouvoir l'exploiter après coup donc au bureau et de pouvoir ensuite faire tout ce dont on a besoin de faire, c'est-à-dire identifier les différents éléments, vérifier ce qui pourrait éventuellement être à jeter ou pas ou à récupérer, prendre autant de photos que nécessaire, avoir accès en fait aux endroits inaccessibles ou difficiles d'accès à cause de la déconstruction, prendre des mesures directement sur le jumeau numérique, faire des descriptifs de matériaux, de repères, de repérage, etc. pour voir où on peut repérer quoi, et pourquoi pas émettre des propositions quant à la réutilisation des matériaux ou des différents éléments, et partager tout ça avec des collaborateurs ou des tiers pour échanger sur le sujet, pour qu'ils aient un visu du lieu qu'on a analysé. Donc là, on peut prendre tout type de photos, zoomer sur les objets et prendre tout type de photos. Mesure, ça vient juste après. Là, on peut prendre des mesures, voilà, des murs, des fenêtres, des objets, de tout ce qu'on veut sur le jumeau numérique, sans avoir à bouger. En fait, on le fait du bureau, de son ordinateur. Oui, c'est ça l'intérêt, c'est aussi j'ai oublié un truc, j'ai pas besoin de retourner sur le terrain. Parce que du coup, finalement, j'aurais pas plus d'infos sur le terrain que ce que j'ai dans mon jumeau numérique. Et donc, je peux le faire directement depuis le bureau. Tout à fait. Et donc, ça, souvent, c'était des pertes de temps ainsi pour les diagnostiqueurs. De devoir retourner sur le terrain. Devoir repasser, retourner parce qu'il manque une info. Et ça peut être des personnes différentes. Oui, la personne qui va aller sur le scan va avoir un certain type de compétences. Et puis ensuite, la personne qui va faire l'analyse au bureau, elle aura d'autres types de compétences. Oui. Plusieurs collaborateurs peuvent travailler sur le même jumeau, le modifier, échanger dessus. C'est ça aussi qui est pas mal. Et du coup, là, c'est un exemple en fait, de ce qui a été fait pour un lieu en déconstruction aux États-Unis. Et là, on voit en fait qu'on peut repérer à l'aide d'une légende, par exemple, des escaliers en fonte d'origine qui doivent être remplacés. Donc, du coup, il y a de la récupération à faire. Et pareil, là, pour cette gaine de climatisation, elle doit être enlevée. Donc voilà, on met un petit descriptif, gaine va être enlevé, on explique un peu ses caractéristiques et on partage ça, quoi. Top. Donc ça, c'était pour le diagnostic PEMD. Maintenant, pour les diagnostics avant travaux, donc ce qui va être intéressant, c'est les croquis, comme ça a été dit précédemment. Donc en effet, c'est obligatoire là pour les diagnostics avant travaux amiante, plomb, termites. Et voilà, récupérer un croquis, il n'y a rien de plus simple. Avec la solution Matterport, ça sort en automatique. Donc voilà, on peut obtenir ça simplement et rapidement. Si on regarde un peu plus près pour le diagnostic amiante, c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas besoin de se déplacer sur un site dangereux. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc on relève une fois sur le site. Ensuite, on exploite tout au bureau. On n'a plus nécessairement besoin d'y retourner. Ce qui va être intéressant ici, c'est de marquer les endroits où on a fait les prélèvements amiante et de les mettre sur le jumeau numérique pour après coup, après avoir obtenu les résultats au labo, on peut indiquer sur le jumeau là où il y aurait éventuellement de l'amiante. Je vais rassurer les préleveurs, on ne peut pas encore faire le prélèvement sur le jumeau numérique. Donc il faut quand même aller sur le site pour les faire. C'est vrai. Et pareil, tout ça peut être partagé. Voilà. Soit s'il y a différents collaborateurs qui travaillent sur le sujet, soit un tiers qui veut recevoir les informations sur le bâtiment, sur là où il y aurait de l'amiante ou non. Et pareil, on peut aussi modéliser en 3D pour mieux repérer encore dans l'espace les endroits où il pourrait y avoir éventuellement de l'amiante, mieux localiser et préciser en fait. Voilà, mettre des descriptifs et préciser. Comme ça, on voit dans l'ensemble du lieu. On peut, en modélisation 3D, on voit directement sur l'ensemble du lieu où c'est situé. Bon, si on parle un peu du diagnostic technique global, on voit qu'il peut y avoir différentes utilisations intéressantes. Donc, par exemple, pour illustrer l'état apparent des parties communes, des équipements communs, on peut prendre une série de photos, on peut avoir une visite virtuelle des lieux, tout ça à mettre à disposition. On peut également, pour la partie plus technique et plus analyse de la gestion, on peut avoir des plans 2D, on peut utiliser la modélisation 3D, voire la maquette numérique,
pour pouvoir renseigner toutes les caractéristiques physiques et fonctionnelles du bâtiment. Et pourquoi pas aussi utiliser des outils qui existent sur la solution Matterport à partir du jumeau numérique, caractériser toutes les principales caractéristiques de la propriété, voilà, qui peuvent être partagées ensuite. Donc pareil, parfois il peut être demandé donc à un DPE, voire un audit énergétique pour diagnostiquer le bâtiment. Donc pareil, ce qui est intéressant avec les outils de capture, c'est qu'on peut mettre des descriptifs du site. On peut mesurer les intérieurs, les façades aussi, et donc agrémenter le diagnostic, le compléter avec tout ça. Et notamment, voilà, le BIM est très utilisé pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. Donc du coup, travailler avec la capture de la réalité, permet de faciliter ensuite le suivi avec le BIM. Donc si on regarde de plus près l'audit, bon, il va y avoir aussi l'audit maison individuelle là, qui va rentrer en vigueur. Il y a aussi le décret tertiaire. Donc ça, là, c'est intéressant de pouvoir avoir des outils, voilà, que ce soit visite virtuelle ou tout ce qui est voilà, avoir des photos des intérieurs, des extérieurs, pouvoir mettre des descriptifs des équipements. Alors surtout du coup pour l'audit de tout ce qui est chauffage, ventilation, refroidissement, pouvoir les repérer, mettre le descriptif, les caractériser, et pourquoi pas aussi prendre des mesures bien sûr intérieures et extérieures, et pouvoir voilà, avoir des plans, des modélisations qu'on peut partager ensuite pour le suivi voilà, du lieu, quoi, du bâtiment ou de la maison. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. On a fait le tour des diapos. Oui. Donc il y a différentes solutions. On voit que grosso modo les fonctionnalités. Voilà, j'ai une question. On a des questions du public aussi, Benjamin. Allez, et puis on va prendre dans la salle aussi des questions. Peut-être Jean-Michel va prêter son micro à Morgane qui va le récupérer. On voit qu'effectivement il y a différents types de solutions. Les besoins, les fonctionnalités, c'est un peu toujours les mêmes, mais qui sont appliquées à différents types, je résume sous votre contrôle, mais à différents types de diagnostics. Moi, il y avait une question que je me posais, c'était la question d'interopérabilité. Parce que, et là, je pose la question à l'éditeur logiciel, à Arnaud, parce qu'on utilise différentes solutions. Et à un moment, je travaille avec un client qui va peut-être avoir une autre solution. Bon, enfin, comment est-ce que je gère ces interopérabilités Christophe, alors pour commencer... Alors, au niveau informatique, il y a toujours en CAO des formats d'échange qui sont connus. Le plus simple, le plus connu, c'est le DXF, qui est un format texte, mais après, il va falloir évoluer sur des choses un petit peu plus nourries, Revit, DWG, etc. Je pense qu'il y a pas mal de solutions qui se développent actuellement, avec chacun son format. On peut espérer que très rapidement, on puisse arriver sur une espèce de norme qui nous permettent cet objectif. Oui. Arnaud, vous êtes... oui, vous avez des problèmes d'interopérabilité entre les différentes solutions, parce qu'il y en a un qui va faire son plan sur je sais pas, sur Revit, un autre qui va faire son plan sur une autre solution, et donc à un moment, il faut que tout ça communique. Oui, tout à fait. En fait, à différents stades, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Il y a effectivement les formats CAO, il y a plein de standards. Il y a le DXF notamment, qui est un standard qui n'est pas forcément le plus usité aujourd'hui. C'est vrai que les solutions d'Autodesk notamment représentent, on va pas leur faire de la pub, mais représentent quand même un vrai... il y a un consensus autour quand même de ces logiciels-là, et même des éditeurs sur le DWG, ils viennent de plus en plus. Donc sur le 2D, il y a effectivement ces DWG, DXF. Sur le 3D, il y a le format BIM par excellence, qui est l'IFC. Finalement, c'est la finalité pour tous les donneurs d'ordre, c'est de disposer de ce format. C'est un petit peu le PDF du BIM. Un gros abus de langage, mais voilà, ça c'est le format dédié au BIM, interopérable absolument sur toutes les solutions, avec des pertes graphiques, enfin tout un tas d'inconvénients associés. Et puis il y a plusieurs formats aussi de ce fichier-là. Donc voilà pour les formats de CAO, effectivement. Et après, il y a les formats un petit peu avant. Il y a le laser qui a été évoqué. Le laser dispose de ces formats. Il y a deux standards, le LAS, le E57. Donc il y a quand même de l'expertise à faire sur toutes ces notions d'interopérabilité. Et puis il y a encore d'autres formats points de type point laser. Et après, il y a les formats d'infographie sur les solutions qui ont été évoquées, type Matterport. Donc ça, c'est plutôt des formats type rendu cinéma 3D, je veux dire. C'est-à-dire des formats, des petites facettes qui sont colorisées.
Donc ça, ce sont vraiment les formats de restitution de la technique de photo en fait, pour mesurer. Donc pour le coup, il y a un standard là qui est plutôt l'OBJ ou le FBX. Donc il y a en gros plus ou moins à chaque fois 2 formats sur chacun de ces 4 thèmes, c'est-à-dire mesure laser, mesure photo, on va dire ça comme ça, et puis CAO 2D et CAO 3D. Voilà. Oui. Donc pour le coup, il faut savoir quel format on utilise en sachant que globalement les logiciels permettent de naviguer avec plus ou moins de pertes entre les différentes étapes. Oui, il y a un autre aspect pour l'interopérabilité, c'est le fait que c'est vrai qu'historiquement, on a l'habitude effectivement de travailler avec des logiciels et puis des formats de fichiers pour s'échanger entre les logiciels. Donc c'est exactement ce que Arnaud décrivait. Donc il y a plein de standards, plus ou moins standards d'ailleurs, qui permettent de faire ces échanges. Mais il y a une tendance quand même assez lourde aussi, c'est le fait de pouvoir travailler avec ses fichiers de travail dans le cloud. Et en ayant ces fichiers de travail dans le cloud, à ce moment-là, on donne des accès à différentes personnes. Et là, ça facilite cette approche. Et il y a certaines choses aujourd'hui qu'on peut faire sans avoir besoin de connaître les formats de fichiers et les échanges, alors qu'avant, il fallait le connaître. Mais ça a évidemment une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'une partie de la donnée, elle est dans le cloud et elle est éventuellement dans des formats qui peuvent être propriétaires. Et par exemple, la solution Matterport, qui, elle a été largement illustrée par les propos de Linda, sont là pour vraiment faciliter le travail de l'utilisateur. C'est vraiment justement se dédouaner de toutes ces problématiques techniques d'analyse, de création de fichiers, d'échange de fichiers. Mais ça veut dire qu'on travaille pour une partie avec leur solution qui est propriétaire et qui est hébergée chez eux. Voilà. Oui. Et donc ça ne sera pas forcément adéquate pour tout type de clientèle. Il y a des clients qui ne veulent pas que les fichiers soient hébergés ailleurs que chez eux ou chez leurs prestataires. Donc, voilà. Mais ça rend les choses extrêmement pratiques et extrêmement faciles à utiliser. Oui, donc il y a une vraie analyse de besoin avant de choisir son matériel, sa solution. C'est qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais m'en servir. Il est question du public alors. Morgane. Oui, alors une question de Guillaume qui demande quel est le temps à passer pour faire uniquement la modélisation 3D d'un appartement de 80 mètres carrés ou idem pour un bâtiment bureau de 1000 mètres carrés. Oui, alors où Arnaud peut répondre là-dessus, sur les temps que vous passez. C'est quoi les temps qu'on va passer alors, sur ces modélisations Alors moi, je peux répondre pour notre solution, peut-être. 80 mètres carrés, nous, avec nos lasers, on n'ira pas. Après, encore une fois, tout est question de moyens, parce qu'il y a différents types de lasers, mais je crois qu'au Matterport, c'est je réponds peut-être pour Jean-Michel et Linda, mais c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes, quoi, maximum, pour une acquisition sur un appartement. Et après, nous, avec nos solutions, ce serait plutôt 1 heure, mais disons que les rendus vont, à un certain niveau de lecture, être comparables. Mais on apportera plus évidemment d'informations et nous ça nécessitera, comme Jean-Michel l'a très bien dit, du traitement qui va alourdir donc c'est les propos qu'on tenait tout à l'heure, tout est question de proportionner et on voit que Testoon a une bonne expérience sur le conseil et sur les moyens à choisir dans tel ou tel cas. Après 1000 m², moi pour le coup j'irais peut-être avec les scanners et ça nous prendrait, tout dépend de la typologie, si c'est du tertiaire, du bureau, tout de suite plus conséquent, ça fait à peu près un peu moins d'une journée, intérieur-extérieur. Et je pense qu'avec Matterport, ça se compte peut-être en 2-3 heures, mais toujours pareil avec un résultat qui ne sera pas tout à fait le même. Oui. Je suis absolument d'accord avec ce que Arnaud dit. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile à comprendre la différence entre ces deux approches, mais l'approche Matterport, elle est faite pour être simple et le plus automatisé possible, mais c'est pour certaines applications, certains marchés, au niveau de la précision et de la qualité attendue. Donc c'est pour ça que Arnaud le dit très bien, on va choisir la technique en fonction de la situation, et si on choisit une technique scanner laser, ça veut dire qu'on sait derrière qu'on a besoin d'un nuage de points il va falloir qu'on le prépare et qu'on le nettoie de façon plus fine pour avoir une meilleure précision et une meilleure qualité. Pour avoir d'autres choses. Christophe, en P2P, là, ça... il faut prendre le micro. Hein. En P2P, combien de temps pour faire un relevé de plan 80 mètres carrés Alors, un appartement, là, je parle des... 80 mètres carrés, oui, à peu près 3/4 d'heure pour avoir un plan déjà sur le logiciel, prêt à travailler sur les diagnostics. Oui. Autre question alors, Morgane. Donc une question de Evan. Une solution pour utiliser les données du télémètre laser sur une application ou un logiciel pour des plans 3D sur un rendu PDF. Voilà, Christophe, oui. Alors, le rendu 3D, je suis pas fan, donc je vais rester sur du 2D.
Et, Non, c'est rendu 2D qui demande. Plan 2D pour un rendu... D'accord. Et le début de la question, pardonnez-moi, je n'ai pas fait attention. Alors, il demande une solution pour utiliser les données du télémètre laser sur une application ou un logiciel pour des plans 2D avec un rendu en PDF. Alors, effectivement, nous, c'est notre spécialité, c'est notre volonté d'aller dans ce domaine. Et depuis les premiers logiciels que l'on développe pour le diagnostic immobilier, c'est vraiment de vous permettre de faire un plan ou un croquis et de pouvoir directement travailler dessus. Donc la solution, oui, je la mets en avant, c'est WinDiagnostic. Ça va vous permettre d'être compatible avec du P2P pour faire directement, sans grande formation, très rapidement, véritablement des plans sur lesquels vont être positionnées les portes, les fenêtres, vont être positionnés vos prélèvements à viande, vont être positionnés tout un tas d'informations très rapidement sur tablette. Tout ça va être reporté dans vos diagnostics. Je dirais pour aller vers des logiciels un petit peu plus réactifs, un petit peu plus modernes. Oui. Une autre question. Allez, on prend une question. Il y a une question dans le public aussi, dans la salle. Vous avez... Non, alors une question Internet. Allez, dernière question donc Internet. Une dernière question, c'est de Christine qui demande: faut-il maintenir un abonnement pour avoir accès à ces fichiers, ou est-ce que c'est perdu si on ne maintient pas d'abonnement? Ah oui, ça c'est... Ouais. Alors, c'est souvent la contrepartie, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé tarification, mais il est certain qu'il y a en gros deux modèles pour ces systèmes-là. C'est que dès qu'on a un système dont la performance elle est basée sur de l'intelligence artificielle et du stockage qui sont dans un cloud, à ce moment-là, il y a effectivement en général une notion d'abonnement. Alors, les fournisseurs de ce type de solution, ils ont en général des abonnements un petit peu à géométrie variable, avec des choses qui commencent pour des coûts très faibles. Et puis ensuite, en fonction du nombre de projets, en fonction de la quantité de stockage, le coût va augmenter, mais ce sera aussi en fonction de l'utilisation que vous en faites. Après, aujourd'hui, dans les logiciels, de toute façon, les logiciels sont de plus en plus par abonnement. Donc, c'est vrai que... alors, il y a peut-être effectivement certaines solutions où on peut activer, désactiver son projet pour que ça coûte moins cher. Ça, c'est sûr, il y a des tas de solutions en fonction de la volumétrie. Maintenant, si c'est utiliser ce type de solution pour faire 2 projets par an, à mon avis, c'est pas non plus vraiment intéressant, quoi. Il faut quand même se rentrer dans ce type de technologie pour essayer d'en avoir un usage régulier. Et à ce moment-là, les coûts d'abonnement associés, si jamais ils sont intégrés dans votre prestation, ça devient plus indolore. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, on pourra vous consulter effectivement pour tout ce qui est l'aspect tarif. Et on peut applaudir quand même les conférenciers. Merci à vous.